Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien et on a eu d'excellentes mises à jour sur Ashes of Creation avec des nouvelles informations qui concernent la guerre des nodes ou alors la guerre des villes ou villages, parce que les nodes sont des sortes de villages évolutifs dans Ashes of Creation et c'est ce qu'on va passer en détail aujourd'hui, comment on déclare la guerre, comment ça se passe, quels sont les différents types de guerre, les outils mis à disposition des joueurs, mais également les problèmes qu'ils auront selon moi à résoudre avant la sortie du jeu, en tout cas qui n'ont pas forcément abordé dans cette vidéo. Et vous êtes encore très nombreux à regarder régulièrement mes vidéos mais sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de l'actualité, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Je vous avais fait une news il y a quelques temps, déjà ça date un petit peu, début de l'année on a vu l'annonce concernant la sortie de l'Alpha 2 qui serait disponible sans NDA, donc je pourrais vous streamer et vous faire des vidéos dessus, et ça sera troisième trimestre 2024, et pour ceux qui me posent régulièrement la question, que ce soit en description ou en MP, comment on fait pour avoir un accès Alpha 2, eh bien le seul moyen qui a été annoncé, parce qu'on pouvait le précommander en fait, enfin faire plutôt de l'aide au financement pour le jeu, parce que c'était vraiment pas donné, ce qui donnait accès à l'alpha, mais ils ont annoncé qu'ils feraient des giveaways. Donc si vous voulez participer au giveaway, moi je vous invite à vous créer un compte, je vous mets le lien en description si vous voulez créer un compte sur le site, comme ça au moins vous aurez votre compte et vous serez averti probablement par mail quand il y aura la possibilité de s'inscrire à des giveaways de clés Ashes of Creation. Néanmoins, si vous ne connaissez pas du tout le principe d'Ashes of Creation, qu'est-ce que c'est que ce jeu finalement, je vous ai fait une vidéo récap qui explique un petit peu le concept du jeu, les différentes mécaniques, quand ça va arriver, etc. etc. Donc vous avez tout dans cette vidéo qui s'appelle Découvrez le MMORPG le plus captivant, donc qui devrait arriver d'ici 1 ou 2 ans. Alors, quand on parle de la guerre de nœuds dans Ashes of Creation, à quoi on fait référence? Donc, comme je disais, vous allez avoir des systèmes de villages. Il faut imaginer une énorme carte. Alors déjà, la carte d'Ashes of Creation est vraiment très très grande. Et en fait, quand vous allez décider de vous installer à un endroit avec votre guilde, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir commencer à créer un camp, puis ce camp va se développer. Et en fait, il va se développer et avoir un impact sur les autres camps qui pourraient être éventuellement à proximité. Donc au début ça va être un camp, puis après ça va devenir une petite ville, etc. Et les nœuds peuvent progresser à plusieurs niveaux. Il faut savoir que quand vous êtes à côté d'autres nœuds, donc d'autres villes qui se développent, vous allez être restreint par la taille des autres villes à proximité. Par exemple, le niveau maximum, il me semble que c'est le niveau 6, eh bien vous ne pouvez pas passer au niveau 6, donc du 5 au niveau 6, si vous avez déjà dans votre zone d'influence une ville de niveau 6. Mais peut-être qu'une ville de niveau 5, dans les faits, va devenir plus puissante. C'est-à-dire les joueurs qui vont être dans cette ville de niveau 5 vont être mieux équipés, vont être mieux préparés, vont être plus déterminés et vont se dire bah on en a marre en fait que cette ville de niveau 6 nous empêche de nous développer. Eh bien on va déclarer la guerre pour essayer de prendre le contrôle. Et pourquoi pas faire d'autres alliances avec d'autres villes de niveau 5 pour attaquer la ville de niveau 6. Et ça a priori c'est possible dans Ashes of Creation. Mais là, on va plutôt parler d'une guerre qu'ils ont mis en scène pour les besoins de leur vidéo, et une guerre, on va dire, de deux villes à peu près équivalentes qui peuvent également se déclarer la guerre. Donc ça peut être pour des raisons arbitraires, parce que ils se sont pris la tête ou ils s'aiment pas et ils veulent se déclarer la guerre pour le fun, par exemple, tout simplement. Ou alors pour des raisons territoriales. Donc, parce qu'il y a des guerres où on va attaquer le node, c'est-à-dire la ville en direct, mais vous pouvez aussi contester des territoires pour agrandir votre zone d'influence, et c'est ce qu'ils vont montrer dans cette vidéo, c'est-à-dire d'attaquer un territoire pour aller prendre des ressources. Donc déjà, très très rapidement, on peut le voir que le jeu, il y a beaucoup de détails. Le jeu est vraiment très très fluide. Il manque pas mal d'animations naturelles sur les différents personnages quand ils sont, on va dire, en pause d'attente. C'est vrai que les animations sont encore très très basiques, mais bon, ça pour moi, c'est du détail, c'est des choses qui pourront évidemment corriger d'ici la sortie du jeu officiel. Il faut vraiment vous dire que on n'est même pas encore sur l'Alpha 2. On le voit par exemple, c'est beaucoup plus abouti sur ce dragon qui est une monture de mer qu'on parlera juste après, parce qu'il y aura bien des montures volantes, mais c'est vraiment dans un cadre spécifique. Et on remarque aussi qu'on a un interface qui est quand même déjà très très polish. Les barres de vie, que ce soit du target, les barres de vie du joueur, les buffs ici qui sont présents, l'interface de res qui vous rappelle beaucoup World of Warcraft aussi au niveau de l'interface. Vous pouvez tout déplacer comme si vous aviez Bar Thunder, la donne de WoW pour ceux qui connaissent. Vraiment, vous pouvez faire votre interface, vos sorts où vous voulez, l'interface de raid et les barres de soins où vous voulez. Et là, on est sur l'interface de node. Et en fait, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que quand vous êtes maire en fait d'une ville et que vous voulez déclarer la guerre, eh bien vous allez pouvoir commencer à mettre des quêtes d'efforts de guerre, et vous allez du coup, vous voyez à War Preparation ici, et en fait vous allez pouvoir choisir ces quêtes de guerre, les mettre à disposition
dans le tableau de la ville. Donc voilà, là il va mettre différentes quêtes qu'il va ajouter au tableau et qui vont apparaître donc pour tout seul. Donc ça c'est le maire qui va pouvoir avoir la main dessus et rajouter différentes quêtes. Et les joueurs vont pouvoir commencer à participer ou pas à l'effort de guerre. Parce qu'après, vous pouvez être contre aussi le fait de partir en guerre. Car évidemment, partir en guerre veut dire aussi prendre un risque. Hein, puisque vous pouvez, dans la foulée, si la guerre est mal évaluée, si vous attaquez un ennemi beaucoup plus fort que vous, ben, ils peuvent peut-être décider de vous rétamer votre village. Et le risque, c'est que bah, dans votre village, vous pouvez avoir vos quartiers, vos appartements, stocker pas mal de choses. Tout ça, ça a un coût, c'est de l'investissement. Et vous n'avez pas forcément envie de le perdre. Donc attaquer et vraiment commencer une guerre, je pense que dans le vrai jeu, en tout cas, ça devra être une réflexion prise probablement en commune avec les différents joueurs, avec un accord, on va dire d'abord, on va dire assez global avec votre guilde avant de lancer à dire je l'aime pas, je vais partir en guerre. Je pense pas que ça marchera comme ça. Donc là, ils sont partis dans l'exemple. Donc ils ont mis des quêtes d'efforts de guerre qui vont remplir rapidement. Et les joueurs, donc ça peut être de récupérer des ressources diverses et variées à droite. Et les joueurs vont venir mettre dans le coffre que vous voyez ici en fait les différentes ressources. Et une fois que les ressources ont été récoltées par l'ensemble des joueurs, il va pouvoir déclarer la guerre. Donc là, il va nous donner l'exemple en fait de tout simplement comment ça se passe quand on va déclarer la guerre. Et pour ce faire, en fait, ils se rendent à l'entrée du village où vous avez des personnes qui sont venues de la faction opposée pour montrer un petit peu ce qui se passe quand on déclare la guerre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, les gens, les ennemis entre guillemets, qui ne sont pas de votre guilde, sont neutres entre guillemets, donc ils sont en blanc. Je pense qu'il est possible néanmoins de les attaquer. Vous pouvez attaquer les joueurs de manière générale, mais vous allez avoir ce qu'on appelle de la corruption. C'est une mécanique dans le jeu qui va vous débuff et si vous t'attaquez ou vous tuez trop de monde, vraiment vous allez être vraiment pénalisé. Il parle même d'un système de prison, etc. Donc on peut attaquer les gens, mais c'est vraiment sous condition et même si on vous laisse toujours le choix de le faire, il y aura des conséquences. Voilà, donc c'est plutôt intéressant, je trouve, comme conseil. Mais là, pour vraiment pouvoir attaquer à volonté, bah, il va falloir déclarer une guerre. Donc il y aura des champs de bataille aussi, hein, donc il y a vraiment des contextes, des endroits où vous pourrez vous battre. Mais c'est juste que dans la nature, ils n'ont pas fermé l'idée complètement à se pouvoir attaquer ou se faire attaquer, mais c'est pas non plus, ça donne pas forcément envie d'attaquer systématiquement les autres joueurs. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est assez chiant en fait, comme dans New World. Bon voilà, dès que t'as un mec de la faction opposée, il va forcément vouloir te mettre sur la gueule. Là, ce sera pas forcément le cas en fait. Donc il y a plus, voilà, t'as un choix à faire sur le PVP. Et ça, c'est assez intéressant, mais on ne ferme pas la porte non plus. Donc c'est plutôt sympa. Donc du coup, là, il va pouvoir déclarer la guerre en temps réel, donc devant la faction. Donc là, il y a les nodes, en fait, donc une vision qui est très intéressante. En fait, là, vous avez les nodes à proximité de leur ville. Donc leur ville, voilà avec quelles nodes ils peuvent rentrer en guerre parce qu'elles sont à proximité. Donc voilà, vous aurez votre liste d'alliés ou d'ennemis à proximité qui sont disponibles et visibles. Et là, du coup, c'est Winstead sur lequel il va déclarer la guerre et il va demander un contrôle de territoire, donc pour aller contester un territoire. Donc il lance la guerre. Et là, c'est précisé, donc juste avant qu'il confirme, donc on a le niveau, donc on voit Winstead, c'est une node de niveau 3. Il faut faire 100 victory points. Alors ça, les victory points, c'est 100 kills, en fait, pour faire simple. Et il y a d'autres moyens d'avoir des victory points. Donc là, au moment, en fait, où il a validé, les ennemis sont passés en rouge. Les ennemis ont d'ailleurs lancé un sort de mur. Alors c'est assez intéressant, je trouve assez stylé, ce sort il est plutôt bien fait. Ça crée un mur physique dans le jeu, donc si on a vraiment des compétences qui sont en capacité de créer des objets dans le jeu, qui vont vous permettre de vous créer une loss, une protection, etc. Donc je trouve ça comme concept hyper intéressant. Et là on a le début du combat, donc la guerre, bon là ils sont en sous-nombre en face. Donc c'est un petit peu compliqué pour eux, mais bon c'était juste pour l'exemple. Alors là il y a un truc qui peut être aussi intéressant de savoir. Regardez, on voit le blocage physique du mur. Vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de sorts déjà qui sont, ils sont assez sympas, même si je trouve encore les visuels un peu trop prononcés de certains sorts, mais ils ont clairement dit qu'ils étaient en train d'ajuster pas mal d'effets visuels. Donc voilà, c'est work in progress comme on dit, mais il y a vraiment beaucoup de très très bonnes idées. Et une autre chose qui est assez importante à dire, c'est que là, on est dans un cadre idyllique, c'est-à-dire qu'ils ont préparé les choses, ils ont scripté la planification de ce combat, ils sont à peu près, je pense, en nombre équivalent dans les deux factions. Est-ce que ça sera la même chose sur les vrais serveurs d'Ashes of Creation? Non, je ne pense pas et absolument pas. Donc là, il va falloir qu'ils mettent en place des règles, notamment par rapport au combat de zone. C'est-à-dire que là, ils vont avancer un petit peu et là, ils vont expliquer que, voilà, à côté de leur village, il y a cette zone qui est une zone de combat, donc la zone de conflit, à capturer. Et on voit d'ailleurs le nombre de joueurs qui sont à l'intérieur. On voit qu'il y a 31 joueurs actifs à l'intérieur, donc ils vont s'y rendre
pour aller remplir les objectifs et avancer sur la guerre et atteindre les 1000 points d'objectifs, donc qui se font soit en tuant des joueurs, soit en récoltant des ressources, etc. Et donc du coup, moi, ma question, c'est que ce qui se passe quand on a du coup une guilde qui est en surnombre par rapport à une guilde qui est, je sais pas, disons une guilde de 20 contre une guilde de 150. Pour moi, il n'y a pas trop de match. Évidemment, la guilde de 150 a un large avantage, que ce soit pour récolter des matériaux déjà, mais aussi potentiellement faire des kills. Sauf si on limite dans la zone un accès à trop de monde. Donc là, effectivement, peut-être qu'on peut avoir une tolérance de 5-6 personnes, et encore, et pour que le combat soit de manière équilibrée. Ou alors, comme on a pu le connaître sur WoW, est-ce qu'ils vont faire le choix d'avoir un buff dynamique qui va augmenter la puissance de ceux qui sont en sous-nombre? Ça, je n'aime pas du tout. On connaissait sur WoW, ça s'appelait la ténacité dans le joug d'hiver. Pour ceux qui ont joué un petit peu à WoW, notamment à l'époque de WoTLK classique, quand on avait une différence de joueurs dans le joug d'hiver, eh bien on avait le buff ténacité qui était parfois déjà disproportionné, c'est-à-dire que les joueurs devenaient littéralement des world boss, mais en plus de ça, souvent ça ne leur permettait pas de gagner. Donc c'était pas forcément, ça les aidait pas plus que ça. Et ça rendait le PVP pas intéressant, parce que vous vous retrouvez en 1v1 contre un World Boss, vous n'aviez aucune chance de gagner, ce qui n'est pas vraiment roleplay déjà, et puis pas intéressant pour personne, voilà. Donc je ne sais pas comment ils vont gérer ça, c'est vraiment la première question que je me pose, parce que sur le principe, c'est super intéressant, vraiment, ça fait vraiment penser à des vrais villages, un petit peu comme à l'époque, qui pouvaient se faire des tribus comme ça, qui pouvaient se faire la guerre et tout, donc il y a vraiment le fond est très très bon. Après, dans la pratique, comment ils vont gérer ça? Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'échappe un petit peu. Je vous cache pas que je ne sais pas comment ils vont faire. Donc je suis très curieux de tester ça sur l'alpha évidemment, pour voir à quel point, c'est équilibré, quelles sont les faiblesses et tout. Donc, vous pourrez évidemment compter sur moi pour lister, les différents problèmes que j'aurais rencontrés à ce niveau-là. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais, en tout cas, le principe est super intéressant, mais je pense que ça va être très compliqué, à équilibrer et à faire en sorte qu'il n'y ait pas une faction qui surdomine comme ça le serveur ou qui est ultra agressive et qui déclare la guerre à tout bout de champ, pour raser, les autres. Je pense qu'il y aura des contraintes sur les déclarations de guerre. Il y en a, je sais qu'il y en a déjà, mais je suis quand même assez curieux de voir comment, ils vont s'organiser. Donc là, ils arrivent dans la zone de guerre et ils vont commencer un petit peu, à se friter. Donc ils ont une sorte d'avant-poste, on voit qu'il y a différents points d'intérêt, à l'intérieur, vous voyez en haut à droite, sur la carte, et là il est sur un des avant-postes, donc qui est un petit peu leur base, peut-être probablement, leur point de respawn quand ils se font, tuer en PVP. Le maire, donc comme je disais, a la possibilité d'utiliser, cette monture qu'on verra en combat un peu plus tard. Il peut également mettre des buffs, sur ses joueurs, donc ça peut être des buffs qui durent peut-être plusieurs minutes, pour aider le moral des troupes entre guillemets, et surtout ça lui permet d'avoir une certaine vision, d'ensemble, et donc du coup de gérer ses troupes, depuis le ciel. On a vraiment l'impression que dans ce genre d'événement, le maire est très central, donc il faut que ce soit un joueur, parce que a priori j'ai pas l'impression qu'il puisse y avoir plusieurs personnes qui ont cette monture, il y a que le maire, donc ça doit être logiquement la personne qui a le plus gros temps de jeu pour être disponible au maximum pour les événements. Enfin, en tout cas, je vois les choses comme ça. Sauf si peut-être il peut faire de la procuration, ce qui serait intéressant. C'est-à-dire, si le maire n'est pas là, eh bien, il y aurait des officiers. Et l'officier, si le maire n'est pas connecté, il peut prendre la monture et faire prendre les rênes pour diriger les combats. Ça pourrait être intéressant de mon point de vue, que ce soit pas qu'une seule personne qui ait ce pouvoir-là, d'avoir cette vision-là. Puisque à ce moment-là, ça serait quand même très dommageable pour l'avantage stratégique que donne la monture, et de dire bah, en face ils l'ont et nous on l'a pas parce que notre maire est malade, il est à l'hôpital, ou il a un problème, il travaille, j'en sais rien. Mais voilà, je pense que ça peut être bien de déléguer cette utilisation de monture peut-être à des rôles inférieurs dans l'organisation de la guilde. Donc ensuite, bah, le combat commence, il commence à se friter en PVP, on a des kills qui sont pris, des objectifs, donc ça peut être du minage de minerais, certains mobs aussi donnent des ressources, donc ça peut être d'aller tuer des mobs. Donc c'est bien parce qu'il y a pas mal de petites escarmouches qui se créent, donc là les combats sont hyper dynamiques, hyper intéressants, on a des tanks, on a des heals, on a du contrôle. C'est pas non plus du one shot, donc on voit que ils enchaînent les CC, etc. pour essayer de tuer. Donc là, on a clairement un tank, hein, qui est ici, qui se fait heal, mais voilà, qui offre quand même pas mal de possibilités de se sortir de situations. Je pense que le time to kill, même à vue de nez comme ça, a l'air plutôt intéressant. On n'est pas sur du one shot, on n'est pas sur des combats non plus trop longs. Les gens ont l'air d'être tuables. Et ça donne du coup la possibilité de jouer vraiment en groupe et d'enchaîner les différents sorts, les différentes synergies. Donc ça, c'est plutôt sympa.
Aussi, on voit beaucoup les gens qui utilisent énormément le décor, donc pour l'os et éviter de prendre des dégâts, et cetera. Donc ça, c'est très, très important de pouvoir jouer, comme ça. Il y a beaucoup de très bonnes animations aussi sur les déplacements. Donc vraiment, ça donne envie d'y jouer, de participer, à des combats comme ça. Ensuite, leur bataille se termine à peu près dans une ville qui est centrale, donc probablement le point d'intérêt le plus important, au centre de la carte. Et on va voir des attaques, notamment, vous allez voir des différentes montures de mer, qui peuvent réaliser pas mal de choses. Donc on a dit, ils peuvent faire des buffs, mais ils peuvent réaliser des genres de piquets. Là, vous allez le voir, qui font une attaque de zone assez puissante. Voilà, ça attaque et ça fait des dégâts de zone, comme ça, donc vraiment un support, assez important. Néanmoins, la monture du maire n'est pas du tout intuable et s'il fait pas gaffe, bah, il peut se faire, tuer et si on tue le maire, ça a un impact extrêmement important, je pense, sur la bataille, donc beaucoup plus que des joueurs lambda, évidemment. Donc c'est un peu risqué, mais on peut, voilà, appuyer au bon moment pour assister, les gens au sol, en plus de leur donner des infos et de la vision. On va pas avoir qu'un rôle de vision, on peut avoir aussi un rôle utilitaire, très puissant, donc voilà, c'est à utiliser vraiment de manière stratégique. On voit d'ailleurs que là, il se fait attaquer, il fait pas attention, mais il y a des gens qui sont, en haut dans le bâtiment et on voit qu'il se fait DPS en fait. Voilà, ils sont ici, regardez dans le bâtiment, hop, en pause au bon moment. Donc c'est hyper intéressant, on peut voir qu'on peut contourner, faire des attaques stratégiques, etc. Pour attaquer les ennemis. Donc ça, c'est des choses qui me plaisent beaucoup, dans ce genre de type d'événement, qui me rappellent un petit peu les grandes batailles qu'on avait fait sur World of Warcraft, comme sur WSOD quand ça marchait encore à peu près. Donc le concept a l'air vraiment très intéressant. Pour moi, le challenge va surtout se situer au niveau de l'équilibrage. On voit aussi qu'au niveau on va dire le netcode, donc ça veut dire de la fluidité du jeu, de gérer des grosses batailles, etc., a l'air d'être plutôt bonne. Évidemment, là, c'est un peu triché parce qu'ils vont faire une bataille de masse. Ok, on est sur du 40 versus 40. Je sais pas combien ils sont exactement. Ah, ils sont 31, je crois, dans leur raid. Donc on peut dire, ils sont une soixantaine, à peu près dans cette bataille. Ça a l'air de plutôt pas trop mal marcher. Je vois quelques lags de temps en temps ici par là, mais globalement, ça reste assez fluide. Les lags aussi peuvent venir des joueurs eux-mêmes, hein, qui peuvent avoir des problèmes de connexion, mais dans l'ensemble, ça a l'air très fluide. On voit des fois des petits décalages comme ça, des joueurs qui se TP un petit peu. Mais ça va être un très gros challenge comme dans la plupart des jeux massivement multijoueurs. Il y en a deux, les deux challenges. C'est de maintenir des images par seconde assez fluides. Donc là, il faut voir sur quel type de machine ils sont. Parce qu'évidemment, ça c'est un gros problème. Alors, ils ont dit qu'il y aurait le DLSS2 et toutes les technologies qui sont liées à l'Unreal Engine 5 qui sont excellents, hein. Voilà, l'Unreal Engine est extrêmement bien optimisé. On le voit sur pas mal de nouveaux jeux qui sont en train de sortir, qui sont compatibles avec les dernières technologies, notamment Nvidia, qui permettent de générer des images par seconde pour maintenir un taux de rafraîchissement extrêmement important. Et donc ça, forcément, c'est extrêmement confort dans un jeu comme ça, en plus d'être en tab targeting, c'est-à-dire que ça va pas être des skill shots comme dans New World par exemple. Il fait que même si vous perdez quand même quelques images par seconde, vous ne serez pas autant pénalisé que si vous deviez vraiment viser avec des tirs d'arbalète, avec des tirs de fusil ou je ne sais quoi. Là, si vous avez votre cible en sélection, votre sort partira et va toucher tel qu'il est censé toucher. Donc tout ça, évidemment, sera retesté déjà sur l'alpha 2, puis après sur la bêta, et enfin sur la sortie du jeu, eh bien, ça sera déterminant d'arriver à refaire ces combats de masse de manière 1 équilibrée, 2, faut pas qu'il y ait trop de lag évidemment pour que ce soit jouable, et 3 avec des performances en taux de rafraîchissement, que tout ça soit assez fluide pour vraiment prendre du plaisir. En tout cas, cette présentation a vraiment le mérite de montrer de quoi ils sont capables, quels sont leurs objectifs. Donc je trouve que c'est une très belle boutique pour présenter leur projet qui semble déjà quand même assez avancé avec un jeu plutôt fonctionnel, hein, on doit le dire. On force de constater que ça marche plutôt pas trop mal. Donc encore quelques mois avant de mettre la main sur le jeu et de pouvoir vous faire des retours encore plus précis. En attendant, si la vidéo vous a plu et que vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Sur ce, on se dit à la prochaine. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye. Tu veux un accès à l'Alpha 2, mon pote, c'est pas de la rigolade. Crée ton compte avec le lien, évite la débandade. Le maire te file de sa monture, oh là là, quel regard perçant. Depuis sa tour d'ivoire, il te balance des ordres en descendant. T'es dans les tranchées à te battre pour ton clan. Ne lâche rien, soldat, continue le combat vaillant. Mais abonne-toi quand même, c'est important, un petit clic pour le maire, et hop,